Je voulais le frapper si fort qu'il n'aurait plus jamais envie de remonter sur un ring. C'est par ces mots que George Foreman évoquait un jour son affrontement avec Muhammad Ali. Ce qui avait commencé comme une rivalité brûlante entre deux géants du ring allait pourtant devenir l'une des plus belles histoires de respect, d'admiration et de rédemption que la boxe ait jamais connue. Si vous aimez ce genre de récit où l'histoire rencontre l'intime, n'oubliez pas de liker, commenter, et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Peu avant sa mort, Foreman livra une confidence bouleversante sur l'homme qu'il avait un jour vaincu, une vérité que peu connaissaient, mais qui disait tout de la transformation née de ce combat légendaire. Le monde s'est figé un vendredi de mars 2025. Une annonce officielle, sobre et poignante, parut sur le compte Instagram de sa famille. George Edward Foreman s'est éteint paisiblement, à 76 ans, entouré de ses proches. Une photo de lui, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants accompagnait le message. Nos cœurs sont brisés. La nouvelle a traversé le globe comme un uppercut. Pour des millions, Foreman n'était pas seulement une icône de la boxe, il incarnait la résilience, la renaissance, et une trajectoire humaine hors du commun. Né en 1949 à Marshall, au Texas, élevé dans les quartiers difficiles de Houston, George n'était pas prédestiné à la gloire. La boxe, qu'il découvre à l'adolescence pour canaliser sa colère et se défendre dans la rue, devient bientôt son salut. À seulement 19 ans, il décroche l'or olympique à Mexico en 1968. Puis, en 1973, il devient champion du monde poids lourd en terrassant Joe Frazier avec une violence implacable. Redouté pour la puissance de ses poings, il semblait invincible. Et pourtant, au-delà du ring, George Foreman bâtit un autre empire, celui du célèbre grill qui porte son nom. Avec plus de 100 millions d'unités vendues, il entre dans les foyers du monde entier. Sa fortune dépasse les 300 millions de dollars. Mais derrière la réussite, l'homme reste simple, croyant, et attaché à sa famille. À l'annonce de sa mort, les hommages pleuvent. De Scottie Pippen à Bob Arum, tous saluent un géant, pas seulement par sa force, mais par sa bonté. Le commentateur Jim Lampley, ému, déclara « Il était un grand boxeur, mais un homme encore plus grand ». Dans ces derniers instants, George Foreman parle encore d'Ali, l'adversaire d'un soir devenu ami d'une vie. Leur combat, le 30 octobre 1974 à Kinshasa, le fameux Rumble in the Jungle, est entré dans la légende. À l'époque, Foreman est le champion en titre. Il a terrassé Joe Frazier et Ken Norton en quelques rounds. Invaincu, jeune, brutal, il est l'immense favori. Mais les dieux de la boxe aiment les surprises. Peu avant le combat, une coupure à l'œil contraint Foreman à retarder le match. Ali, en convalescence publique, en profite pour gagner le cœur des Zaïrois. Partout résonne un chant, Ali Bomaye. Ali, tue-le. Le jour du combat, Ali joue la carte de la provocation. Il frappe vite, esquive bien. Mais très vite, il change de stratégie. Au lieu de fuir les assauts de Foreman, il se colle aux cordes. La tactique du rope-a-dope est née, absorber, encaisser, fatiguer l'adversaire. Foreman, persuadé de le briser, cogne sans relâche. Mais au fil des rounds, c'est lui qui s'épuise, vidé par la chaleur et l'intensité. Ali, rusé, réplique au bon moment. Et au 8e round, il saisit sa chance. Un enchaînement rapide. Un crochet. Et Foreman tombe. Ce jour-là, George perd plus qu'un titre. Il perd son invincibilité. Mais il gagne un regard nouveau sur lui-même et sur la vie. Ce combat, dira-t-il plus tard, a été le début de sa métamorphose. Des années plus tard, les deux hommes se respectaient profondément. Ali et Foreman partagèrent des moments sincères d'amitié, de foi et de reconnaissance. Dans ses derniers mots publics à son sujet, George confia « Ali m'a appris l'humilité. Sans lui, je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu. » Et c'est ainsi que se referme l'histoire d'un colosse au cœur tendre. D'un guerrier devenu sage. D'un rival devenu frère. Mais ce que George Foreman ne savait pas encore, alors qu'il haletait entre deux enchaînements, c'est que le combat était en train de basculer, non pas sous les coups, mais dans sa tête. Entre les corps à corps étouffants, Ali murmurait. Des mots simples, tranchants comme des crochets invisibles. C'est tout ce que t'as, George. Des années plus tard, Foreman admettra que ces paroles l'avaient ébranlé plus profondément que n'importe quel coup. Elles avaient fissuré quelque chose en lui. Le doute, pour la première fois, s'était immiscé dans son esprit.
Alors que le plan d'Ali se déroulait comme une partition parfaitement exécutée, les coups de Foreman perdirent en précision, en puissance. Ce qui jadis effrayait ses adversaires devenait soudain désordonné, inefficace. Ali, lui, prenait de l'assurance. Il encaissait, contre-attaquait, et narguait. Ses jabs précis marquaient le visage de Foreman, son regard, ses pommettes. La foule était en transe. À chaque provocation d'Ali, à chaque JAB, elle exultait. Le géant tombait, et le poète du ring dansait. Puis arriva le 8e round. Foreman était épuisé. Ses bras, lourds comme du plomb, ne répondaient plus. Ses jambes vacillaient. Ali, toujours sur les cordes, bondit alors. Une série de coups vifs, précis. Un crochet du gauche. Un direct du droit. Et soudain, le colosse chancela. Un dernier coup. Foreman s'effondra. La scène semblait irréelle, presque au ralenti. Pour la première fois de sa carrière, George Foreman venait d'être mis KO. Et tout le monde comprit que ce combat, le Rumble in the Jungle, venait de devenir une légende. Ali n'avait pas seulement gagné. Il avait donné une leçon de stratégie, de sang-froid et d'intelligence. Il avait prouvé qu'un boxeur pouvait vaincre un bulldozer, non par la force, mais par l'esprit. Et surtout, il avait transformé la plus brutale des batailles en une œuvre d'art tactique. Ce soir-là, George Foreman perdit bien plus qu'une ceinture. Il perdit une part de lui-même. Humilié, confus, hanté. Dès le lendemain, il chercha des excuses, le sol trop souple, un compte trop rapide de l'arbitre. Mais en vérité, il ne pouvait affronter ce qui s'était vraiment passé. Il avait été brisé mentalement. La foule, en délire pour Ali, l'avait fait passer de champion à antagoniste. À Kinshasa, il se sentit comme un étranger. Et cette sensation de rejet, de solitude, ne le quitta pas. Des décennies durant. Et pourtant, c'est ce rejet, cette défaite, qui allait changer sa vie. Des années plus tard, dans une interview sans filtre, Foreman fit une révélation glaçante. Je ne voulais pas juste gagner. Je voulais le frapper si fort qu'il ne boxerait plus jamais. Ces mots, lourds de colère refoulée, firent tomber le masque. L'image du Foreman compétiteur cédait la place à celle d'un homme empli de rage. Un homme qui avait voulu détruire, non vaincre. Ce fut un choc pour ses fans. Mais ce fut aussi une libération. Avec le temps, Foreman comprit que cette nuit n'était pas sa fin, mais son commencement. Il réalisa que le véritable combat ne s'était pas joué entre les cordes, mais dans son cœur. Il comprit que cette défaite avait ouvert la porte à une transformation. Et quelle transformation! De brute implacable, il devint homme de foi. Il quitta la boxe, à seulement 28 ans, pour devenir prédicateur. Il parlait désormais d'espoir, de pardon, de rédemption. Et lorsque, 10 ans plus tard, il fit un retour improbable sur le ring, il n'était plus animé par la colère. Il boxait avec le sourire, avec sagesse, et un message. On peut tomber. Mais on peut toujours se relever. Il redeviendra champion du monde en 1994, à 45 ans. Un exploit unique. Un symbole de seconde chance. Mais alors une question resta longtemps sans réponse. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Tout semblait l'annoncer. Ali avait repris la ceinture dans un match historique. Foreman, orgueilleux, devait vouloir effacer l'humiliation. Ali, lui, avait l'habitude des trilogies, Liston, Frazier, Norton. Pourquoi pas Foreman? Mais cette revanche n'eut jamais lieu. Les raisons? Multiples. D'abord, la stratégie. Ali savait que Foreman, s'il revenait un jour, serait un autre homme. Plus calme. Plus méthodique. Moins impulsif. Un adversaire potentiellement plus dangereux. Ensuite, la politique. Les enjeux financiers, les calendriers, les blessures, les hésitations des promoteurs, les priorités des chaînes. Et enfin, l'humain. Peut-être que, quelque part, ni l'un ni l'autre ne voulait revivre ce moment. Parce qu'au fond, ce combat avait déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Il avait détruit Foreman, mais l'avait aussi sauvé. Il avait élevé Ali, mais l'avait vidé. Ils n'avaient plus besoin de se battre. Ils avaient déjà gagné, l'un, un combat. L'autre, une nouvelle vie. Ce qui s'était passé cette nuit-là, au cœur du Zaïre, laissait derrière lui bien plus qu'un simple résultat. Ce fut une secousse intérieure que chacun des deux hommes porta avec lui pendant des années. Juste après le Rumble in the Jungle,
Muhammad Ali ne chercha pas à croiser à nouveau le fer avec celui qui avait été, à ce moment-là, son plus redoutable adversaire. Il poursuivit sa carrière contre d'autres boxeurs, valeureux mais loin d'avoir l'aura terrifiante de Foreman. Il y eut Chuck Wepner, le boxeur improbable qui inspira le personnage de Rocky après avoir tenu Ali jusqu'au 15e round. Puis Ron Lyle, Jean-Pierre Coopman, Richard Dunn et bien d'autres encore. Pendant ce temps, George Foreman s'était retiré, blessé dans son orgueil. 15 mois de silence, avant un retour fracassant. Son combat contre Ron Lyle, en 1976, fut une guerre totale. Il tomba 2 fois, mais revint avec la rage pour finalement l'emporter par KO aux 5 rounds. Ce combat fut sacré combat de l'année par The Ring Magazine. À ce moment-là, le monde de la boxe commençait à rêver. Une revanche semblait inévitable. En coulisses, les discussions s'intensifièrent. Foreman lui-même confia qu'Ali l'avait appelé juste avant le combat contre Lyle. Une conversation étrange où, au lieu de parler du cachet ou du lieu, Ali imposa une condition inattendue, que Foreman reprenne Dick Sadler comme entraîneur. Pour Foreman, ce fut inacceptable. Sadler, l'homme qui l'avait aidé à devenir champion, était aussi, à ses yeux, celui qui l'avait trahi au Zaïre. Celui qui l'avait laissé s'épuiser sur un plan de match suicidaire face à Ali. Refaire équipe avec Sadler? Inimaginable. Et ce refus, selon Foreman, fit tout capoter. Une condition si particulière que beaucoup y virent une manœuvre. Pourquoi Ali voulait-il absolument que Sadler soit là? Par loyauté? Ou parce qu'il savait qu'un Foreman libéré de cette influence et guidé par un entraîneur comme Gilles Clancy serait une toute autre menace? Certains dirent même que Sadler s'était rapproché du clan Ali après le combat de Kinshasa. De quoi alimenter les spéculations? Ali aurait-il cherché à verrouiller les conditions d'une revanche à son avantage, voire à l'éviter complètement? Et puis, il y avait l'usure. Ali avait gagné à Kinshasa, mais à quel prix? Les coups encaissés, les rounds éreintants, les douleurs internes. Certains murmuraient qu'il avait uriné du sang après le combat. Ce n'était pas une victoire facile. Ce n'était pas un match qu'on veut rejouer. Ali avait prouvé ce qu'il avait à prouver. Pourquoi remettre en jeu sa légende face à un Foreman plus lucide, plus patient, plus dangereux? Foreman, de son côté, continuait de lutter. Pas seulement sur le ring, mais en lui-même. Il disait plus tard que cette défaite l'avait brisé intérieurement. L'image du colosse invincible s'était effondrée. Et dans ces moments de vérité, il avouait parfois qu'il ne savait pas s'il aurait voulu revivre ce duel. Il se souvenait d'un coup d'Ali, en plein foie, qu'il avait plié en deux. De ce regard échangé, de cette douleur à la fois physique et mentale. Une part de lui doutait d'être prêt à revivre cela. En 1977, sa défaite contre Jimmy Young mit fin à cette quête. Un combat pénible, brouillon, qui le poussa à se retirer du monde de la boxe. Et à se transformer. Pendant une décennie, George Foreman devint un autre homme. Pasteur. Père. Croyant. Il prêcha la paix après avoir incarné la guerre. Et quand il revint sur les rings, 10 ans plus tard, pour redevenir champion à 45 ans, Ali avait déjà pris sa retraite. La revanche était devenue mythe. Pourquoi n'a-t-elle jamais eu lieu? Il n'y a pas une seule réponse, mais un faisceau de causes. La prudence stratégique d'Ali. Les blessures visibles et invisibles des deux hommes. La politique des promoteurs. La fierté. Et cette étrange exigence autour de Sadler, qui résonnait comme un test impossible. Mais au fond, peut-être que cette revanche n'était pas nécessaire. Car au-delà du sport, leur lien s'était transformé. Leur rivalité était devenue respect. Leur douleur partagée, une fraternité. Lorsque George Foreman aida un Ali affaibli à monter sur scène aux Oscars, le public comprit que ces deux géants ne se faisaient plus face comme adversaires, mais se tenaient côte à côte comme frères d'armes. Foreman l'avoua plus tard, la voix tremblante. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère. Et quand Foreman est décédé en mars 2025, la fille de Muhammad Ali, Rashda, lui rendit un dernier hommage. Ton papa est en train de boxer avec le mien au paradis. Le 50 anniversaire du Rumble in the Jungle ne vit pas des fans débattre d'un vainqueur imaginaire. Il vit les enfants d'Ali et de Foreman se réunir comme une seule famille, portant l'héritage d'un combat qui avait dépassé les cordes du ring. Le combat n'a jamais eu de revanche. Et peut-être parce qu'il n'en avait pas besoin. Ce que Kinshasa avait uni, aucun match retour ne pouvait le surpasser. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a marqué en la racontant,
laissez un like pour honorer la mémoire de ces deux légendes. Partagez en commentaire ce que représente pour vous ce combat mythique, ou ce que vous retenez de la vie de George Foreman et Muhammad Ali. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies, puissantes et inspirantes qui ont changé le visage du sport, et bien plus encore.